Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière conférence plénière du 3e jour du Salon Stratégie Client. Mon nom est Thierry Spencer, je suis l'auteur du blog Sens du Client. Je remplace Martine Fuxa qui devait animer cette plénière et qui malheureusement est atteinte d'une maladie que vous connaissez très bien depuis 2 ans. Et je suis très heureux de vous retrouver parce que nous allons aborder un thème qui, pour moi, est le thème emblématique, le thème symbolique de ce salon, puisque souvenez-vous, hein, le chapeau du Salon Stratégie Client en 2022, c'est hybrider votre relation. Et s'il y a bien un canal hybride par excellence, c'est celui de la visio. Et pour ça, eh bien, nous avons réuni un plateau avec 3 entreprises qui vont vous parler très concrètement des usages de la visio. C'est un sujet que j'avais déjà traité sur mon blog plusieurs fois parce que j'en suis personnellement assez convaincu et passionné. Et je cherche toujours à trouver des cas d'usage et de bonnes expériences à partager. Donc je pense que vous serez très curieuses et curieux cet après-midi d'en savoir plus. Alors, j'ai avec moi 3 témoins venus de 3 secteurs différents, 3 entreprises qui ont fait des expérimentations et qui sont prêts à échanger avec vous. Et on va tout de suite commencer par mon voisin de gauche, en l'occurrence Christophe Famchon. Alors, heureux de te retrouver ici après un webinaire qu'on a animé ensemble sur l'organisation agile. Je fais juste une petite parenthèse, je vous invite à en lire le compte-rendu sur mon blog parce que c'est je pense une révolution dans les centres d'appel, une nouvelle organisation dans les centres internes comme externes, une nouvelle organisation du travail au bénéfice des clients et des collaborateurs. Je referme la parenthèse. Et est-ce que tu peux me présenter en quelques mots, même si évidemment le taux de notoriété est presque à 100% dans cette salle, quelques éléments clés sur Fnac Darty? Oui, merci Thierry. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors je dis je suis très heureux, mais en même temps, en fait, on est souvent plus à l'aise en webinar parce que la pression du présentiel fait qu'on n'est pas habitué à avoir autant de monde comme ça. Alors j'ai un petit truc pour que l'ambiance soit meilleure. C'est on va commencer par applaudir les personnes qui sont ici sur scène. Parce que déjà, applaudir... C'est une sensation qu'on n'a pas depuis 2 ans. Donc, vous voyez, ça fait plaisir. Donc, ça donne le ton. Ça donne le ton et puis ça met à l'aise. En tout cas, merci d'être présent. Donc, Christophe Famchon, directeur de la relation client du groupe Fnac Darty depuis quelques années. Alors, je ne vous fais pas l'article de Fnac Darty. Je pense que vous avez tous été un jour ou l'autre client de l'enseigne. Simplement quelques chiffres de présentation. Sur 2021, c'est un groupe qui fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 5 pays. Donc au-delà de la France, on a aussi l'Espagne, le Portugal, la Suisse et la Belgique. C'est effectivement une des conséquences de cette crise sanitaire qu'on vit depuis 2 ans, un acteur majeur du e-commerce. Alors vous voyez, c'est pas notre histoire, mais ça l'est devenu avant la crise. Et là, on a connu une accélération très forte, puisqu'aujourd'hui, on est proche des 30% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur le web. Sur le web, sur toutes ses formes, c'est-à-dire en web direct ou omnicanalité. Donc ça, c'est un élément important. D'un point de vue de la relation client, pour vous donner quelques chiffres, c'est en 2021 environ 13 millions de contacts. Et là aussi, une part du digital qui a explosé sur les 3 dernières années, puisqu'on a dépassé les 30% de contacts digitaux au niveau du groupe sur les 2 enseignes. Voilà ce que je peux dire en quelques mots avant de passer la parole. Merci, merci beaucoup Christophe. Alors Vincent Florquin, vous êtes le directeur de la relation client omnicanal du Crédit Agricole. Alors dans votre fonction, il y a le mot omnicanal et c'est le sujet qui vous réunit, même tous les deux. Et ce matin même en fait, parce que vos 2 entreprises ont échangé dans un cadre qui est le cadre de l'Académie de l'excellence relationnelle du groupe Crédit Agricole où le témoin était la Fnac, hein, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous présenter, s'il le fallait, le Crédit Agricole? Allez, bonjour à toutes et à tous. Rapidement, donc le groupe Crédit Agricole, je suppose que vous connaissez. On est un groupe multiple, juste pour avoir bien conscience. On est à la fois
présents en France bien évidemment, des caisses régionales. Nous avons 39 caisses régionales qui sont des entités indépendantes et qui travaillent pour le compte du groupe Crédit Agricole. On a aussi une enseigne qui s'appelle LCL, anciennement Crédit Lyonnais, que vous connaissez. Et puis ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est qu'on est présent aussi à l'international avec ce qu'on appelle chez nous les banques de proximité à l'international, où on a par exemple CA Italia qui était dans nos murs hier, avec qui on travaille l'omnicanalité. Et puis j'en profite pour une pensée émue pour nos collègues d'Ukraine, puisqu'on a une banque ukrainienne avec 2400 salariés et on apprenait ce matin même qu'ils étaient encore 2/3 des agences ouvertes pour servir la population ukrainienne dans ces moments très difficiles. Et puis on a Before Bank qui est également une banque à distance. Je suis banquier, donc je vais éviter de vous abreuver de trop de chiffres. Je parlerai quelques-uns sur les usages. Et voilà, en synthèse, Crédit Agricole, on fait de la banque, on fait de l'assurance et on fait de l'immobilier, mais ça vous connaissez aussi. Et pour nous, omnicanalité, c'est une alliance parfaite entre humain et digital. On n'y est pas encore tout à fait, c'est un long chemin à parcourir, mais le terme hybridation me convient très très bien. On va en parler, c'est le thème de cette plénière. Alors Jean-Robert Bucher, donc vous êtes directeur des services d'assistance technique client en France du groupe Atlantique. Alors on se retrouve parce qu'il y a quelques semaines, on était ensemble à Lyon, réunis par l'association pour le management de la réclamation client, qui a un stand ici sur ce salon et qui a animé avant-hier une grande plénière en révélant les résultats de la cartographie des services réclamation. Je vous invite à télécharger cette étude gratuitement, cette étude complète qui est passionnante. Donc ravi de se retrouver aujourd'hui pour parler spécifiquement d'un sujet sur lequel on pourrait dire vous avez déjà un peu d'expertise. Présentez-nous peut-être le groupe Atlantique en quelques mots. Ouais, déjà, merci Thierry de nous inviter, parce qu'il y a souvent des annonces, enfin des sociétés B2C, et là je suis une société de B2B. Donc j'anime les équipes d'assistance technique client en France du groupe Atlantique. Qu'est-ce que c'est le groupe Atlantique ? En fait, la moitié d'entre vous savent ce que c'est sans peut-être le savoir. Vous êtes probablement chauffés dans vos appartements, maisons, voire même vous avez de l'eau chaude peut-être même de la climatisation. En fait, c'est tous ces produits qu'on fait. On est spécialiste du confort thermique en France et dans le monde. On fait 2,7 milliards, c'est plus petit que chez vous, mais c'est pas mal quand même. 1,6 milliard en France. On a 11 000 salariés aujourd'hui. Et donc, on fait des produits du type chauffage électrique, chauffe-eau, sèche-serviette, pompe à chaleur, climatisation, ventilation. Et donc, nos clients, puisqu'on est en B2B, nos clients sont des installateurs, électriciens, plombiers, chauffagistes, climaticiens qui viennent installer donc tous ces produits, les installer, les mettre en fonctionnement, les maintenir et les réparer de temps en temps. Et donc quand ils ont besoin de tout ça, ils ne me contactent pas moi parce que je serais incapable de répondre, mais ils contactent des gens dans mes équipes qui sont donc là pour apporter un support à tous ces gens-là pour que ces produits fonctionnent bien. Voilà. Alors c'est connu sur les marques Atlantique, Thermor ou Sauter en grande surface de bricolage. Si ces marques vous disent quelque chose, vous avez peut-être ces produits chez vous, il y a une chance sur deux. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui opinent du bonnet et je suis effectivement content de rappeler qu'on essaye d'avoir un panel le plus varié possible, au moins sur B2B, B2C. On a eu aussi des plénières hier et avant-hier avec des plateaux 100% féminins. Donc là, on n'est pas tout à fait représentatif, même pas du tout de la population, mais en tout cas des utilisateurs de visio, c'est le cas. Alors, on va en reprendre notre tour de table. Je vais me tourner vers Christophe et la première question, c'est évidemment l'évolution de la relation à distance de ces dernières années. Hein. Évidemment, la pandémie a accéléré les contacts à distance. L'e-commerce a connu un certain boom. Est-ce que c'est la relation client, la relation client à distance, elle vend en poupe? Est-ce que c'est une évolution durable, systémique? Je pense qu'on vit tous, mais je crois qu'ici, dans cette salle, vous en êtes tous convaincus, une révolution de la relation client depuis qui a vu le jour avec cette crise sanitaire. Pourquoi ? Parce que, on s'est aperçu que quand tous les magasins étaient fermés, tous les points de vente physiques étaient fermés, les seuls qui parlaient aux clients, c'était les équipes de relations clients. Donc ça, c'est apparu au grand jour. Et la digitalisation totale de l'économie, plus ou moins prononcée, fait que quand on fait du e-commerce, on a besoin d'un service client qui est puissant. Voilà. Et ça, je pense que dans beaucoup d'entreprises, en tout cas c'était le cas chez nous, on s'est aperçu que les gens qui sont au téléphone, les gens qui sont à distance, sont importants parce que d'un seul coup, ils deviennent les ambassadeurs de la marque. Et pour nous, je pense que c'est un sujet fondamental. Ça fait 25 ans, j'ai le droit de le dire, que je fais du service client. Je t'ai qualifié de vétéran, tu m'en as pas voulu. Oui, c'est vrai. Dans mon billet, l'équipe de France de la relation client, c'est vrai.
Et là, je suis pour la première fois hyper enthousiaste, positif pour nos métiers de la relation client parce que nos collaborateurs deviennent des ambassadeurs de la marque. Et ça, c'est vraiment perçu de manière très très forte au niveau des enseignes. La deuxième chose, c'est que les consommateurs ont pris, sur les grandes marques, ils ont pris le pouvoir à travers les réseaux sociaux, à travers la digitalisation. Aujourd'hui, n'importe qui peut nous haranguer sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. pour dire ça va pas, je suis pas content. Et effectivement, parfois, on peut se cacher en disant bah oui, mais c'est quand même, ils sont durs, c'est pas comme ça, etc. On est humilié. Mais en fait, non, c'est une chance incroyable parce qu'aujourd'hui, si les consommateurs ont pris le pouvoir sur les marques, ça veut dire que le service client, eh bien, il a pris le pouvoir en interne. Voilà, je m'excuse pour les autres fonctions, mais ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un nous harangue sur Twitter, sur LinkedIn, ben, ça veut dire que nous, on a le devoir de transformer cette situation en situation positive. Et ça, je pense que pour nos équipes, c'est vraiment très fort. Et puis, la digitalisation de l'économie, la digitalisation de la relation client, ça ouvre des perspectives absolument incroyables et ça ouvre, je pense, la voie vers évidemment d'autres technologies. Évidemment, aujourd'hui, c'est la visio, mais ça ouvre aussi la voie vers le travail collaboratif. Collaboratif vis-à-vis des clients et collaboratif en interne. Vincent, vous le disiez, hein, donc, le modèle hybride, c'est celui que vous avez en tête, une banque ancrée dans le monde réel, mais aussi à distance. Quelle vision vous avez de cette relation à distance ? Ce que nous tentons de faire, mais tous, je pense, hein, et même vous dans l'Assemblée, c'est de faire correspondre notre relation client avec les relations interpersonnelles qu'on peut avoir dans notre vie privée. Nous utilisons beaucoup, tous à titre privé, la visio. Nous utilisons tous beaucoup à titre privé les messageries instantanées. Il y a en 2015, j'ai le droit à quelques chiffres quand même en tant que banquier. Hein. En 2015, il y avait 15% de la population française à peu près qui utilisait des appels vidéo à titre personnel. En 2020, je n'ai pas les chiffres en 2021, c'est 60%. Donc ce fonctionnement à titre personnel doit se retrouver invariablement dans les relations professionnelles, dans les relations clients. Si on ne le fait pas, si les entreprises comme les autres ne s'organisent pas de cette manière-là, ben alors on loupera une grande partie des besoins de nos clients. Ça, c'est le premier point. Il y a beaucoup de canaux, tu en parlais tout à l'heure. Pour moi, le canal visio, et on en parlera plus en détail tout à l'heure, c'est peut-être le seul canal totalement hybride qui va permettre une alliance parfaite entre l'humain et le digital. Et il est extrêmement important que des banques de services, enfin des entreprises de services et les banques comme les nôtres soient en capacité d'offrir cette alliance parfaite humain-digital. Je prends le groupe Crédit Agricole. J'ai tendance à dire qu'on a toujours une agence à côté d'une église et à côté d'une mairie. Mais ces agences-là, dont on a besoin parce qu'on a une partie de nos clients qui souhaitent être reçus en agence, et c'est important, et bien ces agences-là doivent être aussi une néobanque et donc doivent être en capacité d'offrir le meilleur du digital à des clients qui sont parfois très éloignés. Donc pour nous, importance vitale. Vincent avait des scrupules à vous donner des chiffres, je vais vous en donner. 60% des Français utilisaient la vidéo à titre personnel et ou professionnel avant la pandémie. Ils sont désormais 75% selon Hanghouse. Messenger et WhatsApp ont comptabilisé plus de 700 millions d'appels vidéo par jour dans des usages qui sont principalement personnels. En 2011, Microsoft a enregistré son record d'utilisateurs mensuels actifs avec Teams, 250 millions de personnes sur la planète. Sur Zoom en 2020, alors mes chiffres datent un peu malheureusement, 300 millions de personnes par jour et 100 millions pour Google Meet. Et je pense que vous en faites tous partie. Alors, Jean-Robert, la relation à distance hein, dans le B2B, mais vous êtes aussi naturellement, vous avez un réseau, mais cette relation à distance, comment est-ce qu'elle évolue ? Alors en fait, c'est la raison d'être des équipes que j'anime depuis plus de 40 ans. Un installateur, quand il est sur le terrain, le besoin qu'il a, il a le besoin tout de suite. Il n'a même pas le besoin, enfin, il n'a pas le temps d'attendre qu'on réponde à un mail, donc il va m'appeler. Enfin, pas moi, bien sûr, encore une fois, mais mes équipes. Et il attend une réponse instantanée. Donc, ça fait plus de 40 ans qu'on fait la relation à distance par téléphone. Le digital bouscule cette façon de faire depuis 2-3 ans, et notamment la pandémie a pu changer certaines choses là-dessus aussi. Mais en fait, pas tant que ça. Je suis en B2B avec des relations avec des clients sur lesquels il y a une inertie de changement sur ce type d'outils. En fait, la raison d'être, moi, c'est il y a un niveau de performance, de compétence à avoir sur les produits qu'on veut installer.
les produits qu'on installe sont de plus en plus techniques. Si vous comparez une pompe à chaleur aujourd'hui et une chaudière d'il y a 20 ans, ce n'est pas du tout le même niveau de technicité qui est attendu. Or, la compétence des techniciens qui installent ça, elle n'évolue pas aussi vite que ce qui serait nécessaire. Le delta entre les deux, c'est mon travail de le combler. Donc, il est grandissant. Donc, les appels sont grandissants. Alors, aujourd'hui, c'est 700 000 appels à peu près que j'ai par an, voilà, sur des questions administratives et 300 000 appels techniques. Et donc, je cherche à combler ça, sachant que mes installateurs avec lesquels je suis en lien ne veulent pas toujours se former, soit par manque de temps, d'argent, ou alors le pire, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Moi, je me rends compte, mais je ne leur dis pas parce que c'est mes clients. Voilà, donc bref. Donc, ces besoins sont croissants. On essaye bien sûr de développer du self-care. On crée une trentaine, une quarantaine de vidéos techniques tous les ans qu'on met en ligne. On n'est pas très bon dans le faire savoir, donc je ne sais pas très bien sur quel canal le mettre. Je fais des chaînes YouTube, ça marche un peu, mais je ne sais pas communiquer dessus. Je ne suis pas en B2C, ces réflexes-là, je ne les ai pas. Je fais des bonnes vidéos, je pense, où je mets en avant les gens de mes équipes. Ce sont les techniciens qui répondent au téléphone qui sont en avant. On s'est inspiré pour ça d'une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Somfy, qui fait ça depuis des années. On a aujourd'hui 200 vidéos en ligne, on a 500 forums aux questions en ligne. Les installateurs les utilisent, mais là, encore une fois, l'inertie fait qu'ils ne l'utilisent pas aussi vite que ce que j'aimerais, et j'ai quand même une contrainte financière, je dépends aussi de banquier de temps en temps, c'est de ne pas faire exploser les coûts. Donc je suis dans une phase où le digital prend une place nouvelle, c'est évident, et où je cherche aussi les bons canaux utilisés et les modes dans lesquels je ne veux pas tomber non plus. Voilà. Si on peut vous aider en tant que banquier, on en parle après. C'est pas moi qui décide. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la visio, justement. Quels sont les enjeux qui sont liés à la visio dans la relation client, Christophe? Alors, bon, il y a les enjeux un peu fantasmés, puis après, il y a la réalité. Parce qu'il faut, j'ai promis de dire toute la vérité et rien que la vérité. Ouais, merci. Dans un monde idéal, la visio, c'est recréer un canal de proximité. Quand on est à distance, on essaie de recréer un canal de proximité. Deuxième enjeu, c'est une logique d'efficacité. Je vais pouvoir soit démontrer un produit, soit intervenir à distance sur une partie technique et recueillir des informations. Et donc le troisième enjeu, c'est aussi une logique économique, c'est-à-dire que si j'arrive à faire des trucs à distance, ça va me coûter moins cher que si j'envoie, par exemple, chez Darty, un technicien à domicile. Je pense qu'on doit se retrouver sur les mêmes enjeux. Voilà, donc on est sur ces trois objectifs. Puis après, je vous raconterai ce qui marche et surtout ce qui ne marche pas, parce qu'on a connu les deux. C'est très utile, c'est ce qu'on attend. Vincent, je ne vais pas citer un de vos concurrents, mais j'étais avec un de vos concurrents il y a quelques années. Oui. Et je parlais déjà de la visio. Je m'enflammais à propos de visio. Je parlais du bouton SOS, le Mayday button d'Amazon. Et ce banquier, donc votre concurrent, me disait mais non, mais de quoi vous parlez? Tout ça, c'est de la science-fiction, ça ne sert à rien. Et c'est à cette personne en particulier que j'avais envoyé ce chiffre que je vais vous donner. C'est le nombre de consultations en visio, consultations médicales, qui est passé de 10 000 à 1 million par semaine au début de l'épidémie. L'assurance maladie en France a remboursé 19 millions de téléconsultations en 2020. Et ce matin, on avait Doctolib comme invité. Et sur ces 19 millions de téléconsultations, il y en a 9 millions qui ont été faites sur la plateforme, qui est aussi une licorne française. Donc oui, on peut avoir des relations à distance. Et il y a seulement aujourd'hui, je crois encore, seulement une banque sur 3 qui utilise ce canal, dont le Crédit Agricole. Je ne vais pas parler des concurrents, mais je vais essayer de ne pas trop m'enflammer non plus, parce que conviction personnelle, mais partagée beaucoup dans le groupe Crédit Agricole. Je le disais tout à l'heure, pour nous, la visio, c'est... Je ne vais vraiment pas m'enflammer, mais c'est, à mon avis, un élément de pérennité de notre modèle au Crédit Agricole. Je l'ai dit, on est un maillage très resserré avec beaucoup d'agences, avec des clients qui veulent encore venir en agence et d'autres qui ne veulent plus venir en agence. Et donc, on doit être en capacité d'avoir cette alliance parfaite. Humain-digital, je le répète, elle est importante. Et le canal visio va nous permettre de digitaliser l'agence et d'humaniser le digital. Aujourd'hui, 40% environ de nos clients, en France, 40%, 4 sur 10, c'est énorme, disent « je suis prêt à recevoir un conseil en visio ». 40%.
Crédit Agricole, donc là je vais dévoiler quelques chiffres. On a lancé la visio de manière un peu solide depuis seulement un an et demi, donc en retard, hein, avec des problématiques informatiques, puisque sécurisation des données bancaires, enfin je vous passe les détails. Ça fait vraiment un an et demi qu'on y est plongé. On commence doucement. On a un taux de 4% environ en moyenne de nombre d'entretiens en visio sur l'ensemble des entretiens commerciaux. 4% pour des clients qui disent à 40% être prêts à le faire. Donc on voit déjà qu'il y a un écart important. Les meilleures entités du groupe, certaines caisses régionales, LCL, approchent entre 6 et 8-9%. En un an et demi seulement. Et ce que je pense, mais très profondément, c'est qu'il faut qu'on arrive dans 3-4 ans à être 40 à 50% de nos entretiens faits en visio. Parce que, tu le disais, moins de temps pour nos clients, parce qu'ils n'ont pas à se déplacer, ils n'ont pas à venir en agence, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils sont en télétravail, parce qu'ils se déplacent. Moins de temps pour les conseillers, donc on augmente ce qu'on appelle, nous, notre capacité distributive, donc ça nous permet de mieux servir nos clients. Donc pour moi, c'est juste un élément fondamental de la relation client de demain. On en est aux prémices, ça frémit, mais ça va exploser. Je pense que Jean-Robert est aligné avec ce point de vue, évidemment. Même vous avez un peu dévoilé vos convictions, mais vous avez des convictions au sujet de la visio. Oui, alors c'est pareil. Alors, j'ai pas des clients qui sont forcément très demandeurs de visio. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on trouve la solution technique à leurs problèmes du moment. Ils ont parfois le consommateur juste à côté qui n'a plus d'eau chaude ou de chauffage depuis 3 jours. On est en plein hiver, donc comprenez que ça hurle un peu et que lui, ce qu'il veut avant tout, c'est la rapidité de la réponse. Alors, moi, je vois trois enjeux sur la visio. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est accompagner déjà le développement des produits plus techniques. Il y a, vous avez entendu parler de la décarbonation en Europe et particulièrement en France, ce qui fait que des solutions comme la pompe à chaleur ou la climatisation réversible sont de plus en plus prônées. Ça nécessite de la compétence. Et donc, moi qui dois accompagner la différence entre la technique nécessaire et la technique réelle auprès des installateurs, la visio m'aide pour ça. J'ai un deuxième utilité, c'est bien se comprendre. C'est-à-dire qu'on va utiliser des mots, quand je vais dire... appuyer sur le bouton, l'autre va bouger un curseur. Donc bouton, curseur, molette, pour les termes les plus simples. Entre ce que je dis, vous connaissez ça, entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce qui est compris, etc., il y a toujours une grande différence. La visio permet de s'assurer qu'on parle bien de la même chose et donc qu'on appuie bien sur le bon bouton pour faire démarrer la chaudière et pas pour la faire exploser. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est que avec la recrudescence de chantiers, de gros chantiers en France, le marché de l'habitat se porte bien. Quand on construit des grands lotissements, parfois des entrepreneurs font appel à de la main-d'œuvre étrangère pour poser les produits. Et donc j'ai des gens qui m'appellent et qui parlent très très peu français. Donc souvent les réponses aux questions qu'on me pose sont dans la notice, mais ce sont des gens qui ne savent pas les lire. Et donc vous comprenez que parler avec les mains au téléphone, c'est compliqué. Et donc la visio peut aider à ça. Merci de ce partage. On va revenir à Christophe. Quel résultat est-ce qu'on peut attendre de ce canal concrètement ? Alors, je dirais le principal résultat, c'est, mais là je vais reprendre un peu cet exemple, c'est que dans une logique d'efficacité, on arrive à recueillir des informations quand on parle d'assistance technique qui sont importantes. Et là, la visio, il faut s'entendre par ce qu'on entend, la visio. Est-ce que c'est la visio bidirectionnelle ou est-ce que c'est l'activation de la caméra arrière pour aller voir, pour être les yeux du technicien ? Je pense que c'est important de distinguer les deux. Si c'est la caméra arrière du client, dans notre cas, qui devient les yeux du technicien, là, ça nous permet de nous projeter à l'intérieur du domicile du client et de recueillir des informations, un numéro de série. Là aussi, on a les mêmes problématiques, appuyer sur le bon bouton, etc. Donc ça, on a des résultats assez exceptionnels en termes soit de recueil d'informations techniques, soit de diffusion d'informations. Donc là, on a une baisse, typiquement, on a une amélioration du taux de résolution et une baisse du nombre d'interventions à domicile qu'on déclenche. Voilà, ça c'est là où on a eu le résultat le plus frappant. D'accord. Chez Crédit Agricole, quel résultat justement on peut attendre ? Alors plutôt en termes de résultats qualitatifs, plusieurs sujets. L'excellence relationnelle déjà, c'est qu'on soit en capacité, on ne l'est pas encore, je ne survends pas ce qu'on est capable de faire, mais je rêve que tous les conseillers de France et de Navarre et l'international posent à chaque fois qu'on voit un client, on veut vous conseiller, on veut vous voir, vous préférez le faire de quelle manière ? En agence, en visio, par téléphone, pour que ce soit le client qui choisisse le canal qu'il souhaite au moment où il le souhaite. Et ça, c'est lié à l'excellence relationnelle et c'est important.
Je le disais en deuxième point, j'ai été peut-être un peu fort dans la pérennité de notre modèle, pardon, mais j'y crois fortement. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un niveau d'activité avec nos clients important si on est extrêmement affûté sur la visio. Puis après, à titre perso, j'y vois aussi une innovation sociale. On l'a vu avec le Covid et les confinements, hein. Si on veut orienter un peu plus de télétravail, comment faire des entretiens à distance de la maison avec nos clients. On a aujourd'hui tous les outils technologiques qui le permettent. On l'a démontré pendant les différents confinements. On est en expérimentation dans de nombreuses entités du groupe pour que les conseillers des agences soient en télétravail et œuvrent à distance avec leurs clients. Et ça marche très bien. Donc ça fait partie aussi de l'évolution sociétale que l'on souhaite amener au niveau du groupe Crédit Agricole. Merci beaucoup. Dans le groupe Atlantique, quel résultat concret on attend justement de la visio? Alors d'abord, on ne s'est pas fixé des résultats en termes de ROI. Je veux diminuer de 30% le temps des appels, etc. Aujourd'hui, je ne fais pas encore assez de visio pour savoir. J'en ai fait 3000 l'année dernière. C'est 1% des appels techniques. Pour plein de bonnes et mauvaises raisons, on ne développe pas plus vite. Mais pour l'instant, je suis très content de ces 3000. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Alors, on ne s'est pas fixé de ROI sur, par exemple, la durée d'appel, parce que d'abord, sur 1%, vous allez voir que c'est compliqué à mesurer. J'ai des appels de l'ordre de 7 minutes en moyenne. Je pense que ces appels-là en visio font aussi 7 minutes, mais forcément, ça aurait dû être des appels probablement plus longs, mais j'en ai pas la preuve. On a des pistes. Je pense que c'est aussi des questions de conviction. Moi, je suis prêt à investir ça pour voir ce que ça va donner. Et on en parlera tout à l'heure, mais il y a des perspectives qui, je trouve, très intéressantes et auxquelles on ne pensait pas du tout quand on démarrait. Finalement, le ticket d'entrée est assez faible, ou raisonnable, on va dire. Sinon, ils vont augmenter leur prix. Donc, il est plutôt raisonnable, voilà. Et ça permet d'entrevoir des idées auxquelles on ne pensait pas du tout. Alors, il faut que ça s'appuie aussi sur des gens qui ont envie de les mettre en œuvre et qui ont une envie d'innovation. Ça a été le cas. Ici, il y en a un qui est dans la salle, voilà, il se reconnaîtra. Voilà, et qui ont poussé la solution et qui ont réussi à convaincre la direction de la mettre en œuvre. Donc ça, c'est très, très bien. Et très concrètement, ça aide nos clients à être dépannés plus vite. Et je redisais ce que j'ai tout à l'heure, de l'eau chaude et du chauffage en hiver, c'est une question presque vitale, c'est sérieux. Voilà, on a aussi des idées qui sont par exemple de pouvoir gérer la demande de garantie directement en visio. Aujourd'hui, pour faire une demande de garantie, un installateur m'appelle et je vais faire revenir le produit à mes frais pour l'expertiser. Je remets le produit en fonctionnement. Parce qu'une de mes missions, c'est aussi de donner de l'information de qualité à la R&D, aux usines, pour améliorer la qualité des produits. Or, certains produits, je sais à peu près le défaut qu'ils ont. On a des très bons niveaux de qualité, hein, je vous rassure. Voilà. Acheter des produits Atlantique, Terre, Morceau-Terre, ça marche très bien. Voilà. Mais n'empêche que j'ai besoin de donner ces taux de retour client, etc. Faire revenir un chauffe-eau, ça coûte 80 € à peu près. Donc si je peux prendre la décision en visio, vous voyez que je vais dépenser un peu moins de sous et pour une efficacité aussi grande auprès des usines. Voilà. Et puis dernier résultat, c'est effet waouh auprès des installateurs qui ne s'y attendent pas. Dans ce domaine-là, je pense qu'on est les premiers. Alors l'effet waouh, je ne suis pas naïf non plus, il durera qu'un temps. Voilà, et les concurrents vont le faire rapidement parce que les solutions se mettent en œuvre assez facilement. Mais en tout cas, ceux qui l'ont utilisé nous le redemandent. Donc ça, je trouve ça un effet très positif. C'est vrai que c'est la surprise et la bonne surprise. Je voudrais partager une histoire personnelle. Ma fille aînée m'en voudra pas de raconter sa vie. Elle a changé de job. Elle est partie à l'étranger. Et avant de partir, elle dit il faut que j'aille voir le banquier. En l'occurrence, pas le Crédit Agricole. Pour savoir comment on fait quand on part à l'étranger. Donc elle appelle son banquier qui lui propose un rendez-vous en agence. Elle dit non, c'est pas possible, je pars dans une semaine. C'est l'autre bout de Paris, bref. Et donc, le rendez-vous se passe très bien. Mais le feedback qu'elle me fait, je lui dis, alors comment ça s'est passé? Elle me dit, écoute, c'était bien, mais le problème, c'est que j'ai passé 5 entretiens d'embauche sur Skype et mon banquier me propose un rendez-vous en agence. Je ne comprends pas, en fait. Bon. Donc, l'évolution des usages, les attentes, effectivement, par rapport à ce canal-là, parce que nous-mêmes, on a fait, et vos clients font des expériences dans leur vie personnelle, et s'attendent, effectivement, dans certains cas, à vivre cette relation à distance. Alors on a parlé de cas en B2B et en B2C. Justement, dans les business cases, par exemple, chez Fnac Darty, quel business case typique, quelle situation, quel usage typique de la visio? Alors, nous, la visio, c'est une vieille histoire parce qu'on a commencé début 2014. Bah oui, avec le bouton. Avec le fameux bouton qui avait enchanté pas mal de monde. Et bon, mon patron n'est pas là, je vais vous le dire, ça n'a pas marché. Voilà.
Pourquoi ça n'a pas marché? Et je pense que c'est important. Alors pardon, on peut faire un petit retour en arrière. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais dithyrambique sur mon blog. Je me souviens. Là. Bon, et je parlais aussi du bouton Amazon, du Mayday button, du SOS, du bouton SOS d'Amazon, qui était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, réponse en moins de 10 secondes, etc. Amazon l'a arrêté en fait. Il y a aussi Free qui a fait le Free Note et l'assistance qui continue, mais qui est sous une forme différente. Donc effectivement, mais rétrospectivement, on peut se dire que c'était des expérimentations qui ont certainement permis aussi à Fnac Darty d'apprendre. On a appris plein de choses. Alors le bouton d'ailleurs continue à exister, hein. Si vous pouvez le télécharger, il est gratuit, c'est assez sympa. Mais globalement, pourquoi ça n'a pas marché? Il y avait deux facteurs. Le premier qui était technique, à l'époque il fallait télécharger une interface. Et le client, quand il nous contacte, si on commence à dire faut télécharger, machin, on perd déjà 3 minutes, les gens ne savent pas comment faire. Et deuxième chose, et je pense que c'est toujours... Alors, c'est moins d'actualité, mais je pense qu'il faut l'intégrer dans nos réflexions, c'est que c'était une visio donc qui permettait de s'entretenir avec un conseiller, mais qui était bidirectionnelle. C'était du WhatsApp, du FaceTime, etc., vidéo. Mais le client, quand il nous contacte, il n'a pas envie de se montrer. Il n'a pas envie de montrer son intérieur. Enfin, voilà, il y a quand même une relation de distance. Et donc, les gens, souvent, ils mettaient fin à la conversation. C'était pour eux une source de stress. D'ailleurs, c'était, je peux le dire, parce qu'on est dans une assemblée, il y a assez peu de monde, hein, donc on peut le dire, mais au départ, j'étais assez étonné. Je dis, mais comment ça se fait? Il n'y a que des hommes qui utilisent la visio. Et on s'est aperçu que beaucoup de personnes, par coquetterie, ne voulaient pas utiliser la visio. Donc, en fait, finalement... mais c'est encore le cas aujourd'hui, quand on fait du Teams professionnel, du Zoom, etc. Finalement, on est dans un environnement professionnel, donc on n'est pas débraillé, on n'est pas chez soi, on n'est pas en pyjama, on n'est pas... Et ça, cet aspect-là, d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, hein, d'où aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux, c'est on a deux use cases qui fonctionnent très bien. Le premier, c'est l'assistance technique où on active la caméra arrière du téléphone portable. C'est l'œil du technicien. Donc ça, c'est la visio. On en fait 60 000 par an à peu près. Donc ça fait, alors on est à 3% à peu près de nos interactions techniques. Là aussi, on a un effet waouh. Hein. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'efficacité, mais là, on a des taux de satisfaction qui dépassent les 95 ou 96% parce que les gens, ils apprécient cette efficacité et cette rapidité à distance, sans téléchargement de logiciel. Donc ça, c'est important. Et alors, ce qui a marché de manière vraiment très très forte depuis la fin du premier confinement, depuis le mois donc, de mai 2020, c'est la visio vendeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Fnac, vous avez la possibilité de contacter un vrai vendeur Fnac, par visio. Alors, vous n'êtes pas obligé d'activer votre caméra, mais vous pouvez voir le vendeur dans son environnement de travail, c'est-à-dire dans le magasin. Et ça, les clients, ils aiment ça. On en a fait quasiment 100 000 par an. Vous voyez, donc on est... alors, c'est encore l'épaisseur du trait sur les millions de contacts qu'on a, mais ça devient très, très fort. Et le client l'apprécie parce que, 1, il retrouve son vendeur Fnac, et 2, il voit le produit. Et on avait imaginé ça pendant le premier confinement en se disant, on ne sait pas si nos magasins vont rouvrir ou pas, donc il faut qu'on recrée cette expérience magasin. C'est exactement ça. Dans le monde réel, la visio, j'imagine que c'est un des business cases de Crédit Agricole. Oui, on a toujours de belles histoires à raconter. Pour nous, c'est vraiment le canal visio, ce qu'on appelle la proximité réinventée. Hein. C'est comment j'arrive à apporter des compétences à nos clients sans que celui-ci se déplace. Et parmi les belles histoires, vous savez qu'on travaille avec des entreprises, on les conseille, et on a des entretiens avec des chefs d'entreprise. Et vous savez que pendant 1 heure, 1 heure et quart d'entretien, vous abordez énormément de sujets qui importent le client et des sujets parfois extrêmement complexes. Il y a 10 ans, vous avez le conseiller qui est tout seul devant le client et qui, sur des éléments très complexes, ne peut pas répondre. Et là, avec notre système visio, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on fait appel à un ami, on fait appel à des experts. Et donc, pendant la première partie de l'entretien, je vais appeler l'expert transmission d'entreprise parce que c'est un besoin du chef d'entreprise. Et puis, la demi-heure d'après, toujours avec le même client, toujours avec la même visio, je vais appeler l'expert patrimonial pour traiter la partie privée du professionnel. Donc, ce qu'on aurait eu du mal à faire avant, ce qu'il aurait peut-être fallu faire en 2-3 rendez-vous, faire déplacer des experts, et bien là, dans un même environnement, un même écosystème, on apporte toutes les compétences attendues et voulues par le client.
Puis vous parliez de votre fille à l'étranger. C'est un beau cas de figure. Une jeune étudiante partie aux États-Unis, problématique sur ses comptes. La maman nous appelle, on a fait une visio à 3, donc le conseiller, la maman qui était dans la région paloise, et puis l'étudiante aux États-Unis. On a réussi en temps réel, extrêmement réactif, à solutionner le problème. Et dans notre système visio, on en parlera un peu tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est à la fois d'apporter de l'émotion, de l'empathie, tout ce dont on a besoin dans une relation interpersonnelle. On a mis aussi en place le partage d'écran, parce que ce qui est important, c'est aussi de partager l'information, le contenu à nos clients, des schémas pour expliquer ce qu'on souhaite exposer. Puis on a intégré aussi dans notre système la signature électronique. Parce que rien ne sert, enfin c'est bien de discuter, mais si à un moment donné le client veut aller plus loin, eh bien, il faut qu'on arrive à lui proposer un système de signature électronique intégré, et ça marche formidablement bien. On est dans les vrais bons business case, au groupe Atlantique, bon, j'imagine qu'il y a typiquement des situations vraiment bénéfiques. Ouais, d'abord, je suis content d'être là aujourd'hui et je vous en veux tous les deux, Christophe et Thierry, parce qu'avec ce bouton Darty, on a passé quelques heures à se demander on le fait pas, ça a l'air génial. Désolé. Voilà, et vous avez fait perdre du temps. Voilà, maintenant c'est dit, je vais mieux. Merci. On l'a pas fait. Ok, je dis beaucoup de bêtises sur mon blog aussi, mais j'essaye d'inspirer et tendre le coup et même me faire alpaguer sur les réseaux sociaux. Comme non, Business Case, le point le plus important pour moi, ce qui en fait était une nouveauté, les techniciens dans nos équipes sont excellents sur les produits. C'est normal, enfin, on les embauche pour ça. Quand un installateur nous appelle, il appelle le technicien de la marque, donc il appelle le sachant. Voilà. Donc je ne peux pas faire moins qu'avoir des gens excellents, et c'est ce qu'on a dans les équipes. Néanmoins, ils connaissent très bien le produit, mais ils ne connaissent pas l'environnement, parce qu'au téléphone, je ne peux pas connaître l'environnement, si ce n'est par les mots que vont me dire l'installateur qui est sur le terrain. Avec la visio, là aussi on est sur une seule fonction, qui est je prends la main sur la caméra de l'installateur. Enfin, c'est lui qui montre ce qu'il veut, mais on allume sa caméra. Et donc, je peux enfin voir les conditions d'installation des produits. Et dans certains cas, c'est très étonnant. Donc ça aussi, en termes de retour d'information auprès des services R&D, c'est énorme. Parce que les services R&D pensent bien sûr qu'ils sont toujours installés exactement comme c'est écrit dans la notice. Or, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qu'on n'a pas encore vraiment exploité, mais qu'il faut qu'on démarre. Voilà. Dans les questions des personnes qui sont dans la salle, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos invités. Il y en a une qui revient naturellement, c'est celle du combien ça coûte, quelle fourchette de budget est-ce qu'on peut envisager, est-ce que les technologies sont matures aujourd'hui, combien de temps ça prend pour le faire. Donc, est-ce que certains ou certaines d'entre vous se disent bon, je voudrais bien y aller, mais qu'est-ce que je mets comme ligne sur mon budget, 6-0, 7-0 C'est une question difficile, on n'était pas préparé, on a découvert les questions tout à l'heure. Non, je pense que honnêtement, aujourd'hui, les technologies sont... C'est faux. Ouais, c'est faux. Les technologies sont mûres. Enfin, moi, je pense que quelle que soit la technologie, elle est vraiment mûre. Elle est donc... ça veut dire qu'elle est courante, ça veut dire qu'elle n'est pas chère. Voilà. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelques milliers d'euros, on peut monter un pilote pour démarrer. Voilà. Et ensuite, en général, on paye à la transaction. Et honnêtement, oui, c'est un coût, comme un coût à la transaction, mais voilà, on est plus cher que le SMS, mais on est dans des ordres qui sont, je dirais, pour des usages. Et encore une fois, c'est un usage à la fois. Est-ce que vous cherchez la proximité? Est-ce que vous cherchez la satisfaction client? Est-ce que vous cherchez l'efficacité opérationnelle? Chacun va trouver un peu son modèle. Mais je pense que ça vaut le coup de tester parce que il y a forcément un ROI quelque part et vous allez faire certainement comme moi, vous allez vous tromper de business case, mais à un moment donné, vous allez trouver quelque chose qui va vraiment, je pense, plaire à vos clients. Vincent, j'imagine au sein du groupe Crédit Agricole, les choses sont peut-être un peu différentes parce que les systèmes d'information, vous faites aussi des choses propriétaires. Donc, et puis on ne parle jamais d'argent avec un banquier, donc je vais faire très attention sur les budgets. Non, c'est un système d'information intégré, donc sur les budgets, je ne vais pas y aller parce que vous l'avez compris, le canal visio, mais il y a toutes les fonctionnalités en plus qu'on peut apporter, la signature électronique, j'en parlais tout à l'heure, le partage d'écran. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que ça doit être des investissements perpétuels en amélioration continue. Je vous cite un exemple, anecdote perso, j'étais en entretien visio avec mon conseiller la semaine dernière pour des besoins de perso. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une fonctionnalité qui plaît à nos clients et qui me plaît moi, c'est le partage d'écran. Sauf que le partage d'écran au Crédit Agricole, mais c'est vrai partout, les écrans d'un collaborateur n'ont pas été pensés pour être montrés à un client. Parce que nativement,
Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on ne pensait pas à la visio. Et donc mon conseiller, qui est par ailleurs un copain, me présente ces écrans. C'est des écrans techniques, des écrans métiers. On n'y comprend rien. Enfin, moi, un peu encore, mais le client ne peut rien y comprendre. Donc c'est comment, dans cet écosystème global, on arrive à construire des parcours collaborateurs visibles et pédagogiques pour le client. Et ça, en termes de budget, c'est encore plus important que le simple canal visio. Mais on est vraiment dans cette amélioration continue. Et donc, je suis client, je commence un parcours sur l'appli. On a une nouvelle appli qui va sortir pour le compte des caisses régionales dans quelques jours. Je commence un parcours sur cette appli. J'ai envie de passer sur mon PC. J'ai envie d'avoir mon conseiller à distance. Je veux avoir un partage d'écran et là je me retrouve avec des parcours super fluides et en partage d'écran, des parcours qui datent des années 70, j'exagère à peine, c'est pas possible. Donc vous voyez qu'il va falloir qu'on continue encore en recherche et développement à développer des parcours qui soient vraiment homogènes et cohérents, internes et externes. Et ça c'est une sacrée paire de manches comme on dit. Jean-Robert, à peu près le recul que vous avez sur les investissements financiers et puis la mise en œuvre? Non, sur les sous, je ne vais pas en parler, parce que ça dépend quand même du prestataire qu'on va choisir. Donc je dis stand F41, il s'appelle Apisi, je crois que c'est la même solution que Fnac Darty. Voilà. Bon, allez les voir, ils vous donneront leur prix. Ils sont contents d'être cités, ils sont là, ils sont dans la salle. Non, mais ils méritent. Alors, sincèrement, quand on met en place des solutions digitales, c'est souvent la croix et la bannière. On a des directions informatiques qui font ce qu'ils peuvent, je ne ferais pas mieux à leur place, mais qui sont submergés de plein de projets, et puis ça fleurit tous les jours, et tous les 4 matins, on change d'idée. Donc, quelle est la bonne solution à mettre en place? Et quand on est venu avec la visio, je me suis dit, oulala, ça va mettre du temps. En fait, entre la première rencontre avec Apisi et le premier pilote, il s'est passé 2 mois. En fait, c'est une solution très très simple à mettre en œuvre, et là, ils ne m'ont pas payé pour le dire, je le pense vraiment. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très facile à mettre en place. Il y a quelques éléments qui coincent un peu, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit de la 4G. Sinon, j'arrive pas à avoir la connexion avec l'installateur à l'autre bout de la France, ou où qu'il soit. Il y a des cas où ça marche pas du tout, parce que je peux intervenir dans des chaufferies, dans des sous-sols d'immeubles. Il n'y a pas de connexion, c'est comme ça. J'ai des cas de prestataires, des grands prestataires nationaux. Alors, je cite des marques, je ne dis pas laquelle est dans le cas dont je vais vous parler. Engie, Proxiserve, Dalkia. Certains ont des systèmes informatiques qui bloquent ces solutions-là. Donc c'est comme ça, je ne peux pas changer ça. Et puis il y a les téléphones Xiaomi, il faut changer le navigateur natif, sinon ça ne marche pas. Voilà, mais mis à part ces cas-là, qui sont sincèrement, j'en parle là, on a l'impression que c'est grave et que la solution ne marche pas. Pas du tout, c'est hyper fluide, la prise en main par les opérateurs est très très facile. Et en 2 mois, ça peut se faire, on peut mettre en place le premier pilote. Voilà. J'ai été vraiment séduit par la facilité de mise en œuvre. Merci du feedback, parce que quand on prépare une table ronde sur ce sujet-là, déjà j'ai commencé au mois de décembre dernier, j'ai appelé beaucoup d'entreprises, non c'est trop tôt, non j'ose pas en parler, c'est un échec, ou alors non on a des chiffres mais on veut pas les communiquer. Donc merci pour le partage de vos expériences. Alors quand on regarde du côté à l'intérieur, du côté des collaborateurs, comment est-ce que les équipes elles s'approprient ces solutions? Est-ce qu'elles sont enthousiastes? Est-ce qu'il y a des freins à l'usage? Alors tu as déjà un peu fait référence sur le partage de la caméra, etc. Mais est-ce qu'il y a justement des points à prendre en compte dans l'expérience des collaborateurs? Oui, comme nous on a commencé tôt, on a vécu tous ces freins. Alors effectivement, la crise sanitaire a fait que tout le monde maintenant est habitué à travailler en visio, mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas forcément quelque chose de simple à mettre en œuvre à grande échelle. Pourquoi? Parce que la visio, d'un point de vue social, ça entraîne aussi des questions légitimes des partenaires sociaux, des questions RGPD, de droit à l'image, de protection des collaborateurs, etc. etc. Donc on a dû répondre à ces questions. Voilà, et c'est encore des questions qui peuvent être posées. Alors je dois vous dire que maintenant, avec la crise sanitaire, on a tous oublié ça, mais c'est des choses. Voilà. Deuxième chose, et nous, on l'a connu, alors peut-être que... mais comme on l'a lancé il y a pas mal d'années, c'est déjà... Non mais moi je suis technicien, je n'ai pas besoin de visio, je sais ce qu'il faut faire. Donc c'est comme tout nouvel outil, il y a d'abord un frein en disant non, moi j'ai la connaissance, je n'ai pas besoin d'avoir un nouvel outil. Donc il y a eu aussi cette phase d'appropriation petit à petit, et je l'ai encore parfois, je dois dire, de dire la visio ça peut nous apporter des informations, et là ça nécessite quand même un gros travail on va dire de bonnes pratiques dupliquées. C'est pas tiens j'ai déployé la visio, tout le monde va l'utiliser. Sinon on serait pas à 3% de visio, on serait à 30% de visio. On est d'accord. Donc ça je pense que c'est les freins. Après je dois vous dire qu'une fois que
une fois qu'on en voit les bénéfices, à savoir un recueil d'informations plus pertinent, explication plus efficace avec le client. Vous voyez, quand un client dit « je ne comprends pas, j'ai été livré d'un frigo avec ouverture de porte à gauche et j'avais demandé ouverture de porte à droite ». Je peux vous faire la question, hein. Vous allez voir, tout le monde va se tromper entre ce qui est gauche et droite. Parce que est-ce que c'est la porte, est-ce que c'est la charnière qui est à gauche, est-ce qu'elle est à droite? Donc, tout le monde se trompe. D'ailleurs, et donc, effectivement, le fait que sur des questions aussi simples que ça, on puisse se mettre d'accord sur un système d'ouverture grâce à la visio, ça nous fait gagner du temps. Ça évite les malentendus, ça évite parfois des incompréhensions, voire des discussions qui se passent mal. Mais tout ça, je dois vous dire, c'est pas inné, hein. On avait une question, alors elle est un peu dans la continuité de celle-ci, une question d'une personne dans la salle qui nous demandait, alors la question ne s'affiche tout à coup plus sur ma tablette, mais elle doit s'afficher peut-être sur l'écran, sur l'accompagnement au changement des collaborateurs. En tout cas, bon, là on était sur expérience collaborateur. Est-ce qu'il y a un accompagnement au changement par rapport à ça? Quel enthousiasme? C'est lié au frein dont on parlait et je reviens sur ce que j'appelle l'alliance sacrée digital-humain. C'est qu'il faut que les deux sujets évoluent au même niveau. Je m'explique, au Crédit Agricole, hein, comme une grande majorité des banques, on est nativement sur la proximité humaine dans nos agences. On est câblé comme ça. Quand je vous appelais il y a 15 ans, venez me voir en agence, on se réserve un créneau, on vous offrira le café, venez nous voir. Donc le frein humain, il est simplement dans les habitudes. Parce que 80%, vous le disiez, utilisent la visio à titre personnel. Ça devrait être automatique. Il faut qu'on change un tout petit peu notre ADN. L'accompagnement, après technique, ça va le faire. L'accompagnement en termes de compétences relationnelles à distance, il n'y a pas trop de sujets non plus. Donc franchement, le frein, il est principalement sur les habitudes. Puis après, il y a le frein techno aussi, qui peut aussi freiner alors les équipiers d'une entité comme la nôtre. C'est si la techno ne suit pas. Je parlais du partage d'écran tout à l'heure. Un conseiller ne va pas vouloir montrer des parcours, excusez-moi l'expression, un peu déplorable que l'on peut avoir parfois en back-office. Et donc, comment la techno arrive à se mettre au niveau de ce que veut faire l'équipier avec son client. Et donc, c'est comment on arrive à upgrader de manière équilibrée les équipiers et la techno pour arriver à faire quelque chose d'efficient au total dans quelques années, j'espère. Quelques mois si on est bon. Chez les collaborateurs ou même chez les partenaires, quel frein, on a déjà un peu évoqué ça, mais dans l'expérience des usagers internes, si je puis dire. Donc des freins techniques, je l'ai dit, il n'y en a pas eu. Après, il y a les freins habituels de management du changement, c'est-à-dire il y a un tiers des techniciens qui sont partants à fond, pas forcément les geeks d'ailleurs, hein. Il peut y avoir des anciens, un tiers hésitant et puis un tiers plutôt réfractaire. Donc bien sûr, il faut se concentrer sur convaincre les hésitants. Un truc qui marche bien avec la visio, c'est que c'est visible, par définition. C'est-à-dire que le technicien qui a ses deux écrans sur son bureau, un écran avec la CRM, etc., l'autre écran avec lequel il y a la visio, ses collègues d'à côté, ils le voient. Et tout d'un coup, ils sont intrigués, intéressés. Voilà. Et petit à petit, de proche en proche, en fait, on convainc les gens comme ça, sans beaucoup de phrases, mais plutôt avec des vidéos. Voilà. Ouais, c'est une bonne pratique en fait, hein. On voit que, évidemment dans la formation on utilise beaucoup la vidéo, évidemment, et la preuve, le partage avec les équipes. Alors il y a pas mal de questions, je pense qu'on a répondu à vos questions. Je me tourne vers vous, hein. Vous avez demandé quel était l'effet sur le Net Promoter Score. On a parlé de l'effet sur la satisfaction des clients. Est-ce que justement les clients, est-ce qu'ils plébiscitent ce nouveau service, cette visio finalement, et qu'est-ce qu'on peut imaginer demain pour l'évolution des usages, Christophe? Alors nous, c'est vrai que on a des clients, et d'ailleurs maintenant ça peut être des personnes âgées qui disent « Ah ben c'est bon, envoyez-moi le code ». C'est-à-dire que la conversation, en fait, ils ne veulent plus rien faire, par exemple, pour de l'assistance informatique. Ça peut être ardu pour une personne âgée ou qui n'est pas calée avec l'informatique. Et ils ont pris cette habitude d'avoir cette assistance directement de prise en main à distance avec de la visio et du collaboratif. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, si on parle des futurs usages, alors évidemment, nous, on essaie de le développer, mais encore une fois, je pense que c'est vrai, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience, de partage. Moi, c'est la première fois que je discute avec deux collègues sur ces sujets-là. Donc c'est vrai que c'est encore un monde un petit peu où il est difficile d'avoir des informations. Moi, je pense que c'est une porte vers des services qui vont arriver d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui, pour le coup, alors ça, c'est une intuition personnelle, mais
je pense que la visio, c'est la porte vers le service dans le métaverse. C'est-à-dire, à un moment donné, alors je vais prendre l'exemple de mon collègue, peut-être qu'on ira dans une agence Crédit Agricole dans le métaverse et qu'on rencontrera via un avatar ou pas. Voilà. Et nous, on imagine à peu près la même chose, parce que je pense que là, ça sera voilà, on aura encore plus de possibilités de partage, d'échange et peut-être même encore plus de convivialité. Voilà. Mais ça, c'est juste une intuition. Et surtout effacer cette bande vidéo, parce que si ça ne se réalise pas, je pense que... Non, pas du tout. Ça sera en ligne pour ceux qui posent la question. Y aura-t-il un replay? Tout est enregistré, sera diffusé sur Internet. Donc dans 10 ans, Jean-Robert pourra ressortir la vidéo en disant... Vous m'avez parlé du métavers il y a 10 ans, en fait, on y est complètement. Donc le métavers, vous en avez peut-être entendu parler. Hein, vous avez vu que Facebook est devenu Meta au mois d'octobre dernier. Pourquoi? Parce que Mark Zuckerberg veut préparer l'Internet de demain. Et pour résumer très simplement et reprendre les mots de Bertrand Wolff, qui participait hier à une conférence plénière sur ce sujet, le métavers, en quelques mots, c'est... On n'est plus sur Internet, on est dans Internet, en fait. Et Vincent, ce que vous décriviez il y a quelques minutes, c'est-à-dire faire appel à un ami, faire appel à un expert, se retrouver virtuellement avec des experts autour de soi pour résoudre un problème. On peut imaginer que demain, avec un casque de réalité virtuelle, avec son avatar, eh bien, on sort de la FNAC, on vérifie qu'on a bien installé sa pompe à chaleur, et dans le monde réel, on va même la réparer virtuellement, et puis on va voir son agence. C'est exactement ça. Alors on en est qu'aux prémices et aux réflexions. Ce qui est sûr, que ce soit métaverse ou non, que ce soit la visio ou non, l'objectif, il est vraiment de correspondre aux besoins précis du client. On parlait de satisfaction tout à l'heure. On a un taux de satisfaction sur les entretiens visio qui sont excellents. Si et seulement si, on n'a pas imposé ce canal-là au client. Monsieur le client, vous voulez qu'on ait quelle relation? À titre perso, j'ai mon conseiller, il sait qu'il ne doit pas m'appeler, il sait qu'il doit me faire des SMS. Je viens jamais en agence sauf pour prendre un petit café, et que c'est des entretiens visio. Donc c'est un rapport intime que j'ai avec mon conseiller, et il sait qu'on doit rester sur ces modalités d'interaction. Et donc un client qui veut de la visio, on doit lui proposer pour savoir s'il le veut. Et un client qui n'en veut pas, eh bien, mais venez à l'agence, monsieur le client, il n'y aura aucun problème. Vous voulez faire du à distance, mais que par téléphone, sans aucun problème. Et si on est dans ce schéma-là, les taux de satisfaction sont extrêmement élevés parce qu'on correspond exactement à ce que veut le client. Donc c'est aussi basique que ça. Dans le groupe Atlantique, comment est-ce qu'on se projette dans le futur des usages justement de la visio? En fait, globalement, l'assistance technique prend une part, à mon avis, de plus en plus importante parce que produit de plus en plus technique. Je refais juste, là où je vais donner quelques chiffres comme le banquier. Le taux de progression du groupe Atlantique, c'est à 2 chiffres depuis 10 ans. Et sur les 10 ans qui viennent, probablement la même chose parce que la décarbonation, les pompes à chaleur, la clim, etc., le taux d'équipement en clim est très inférieur à ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Donc, on est assez certain que ça va continuer à augmenter nos activités de la même façon. Et on est assez certain aussi que la compétence de l'installateur ne va pas augmenter au même rythme. Donc l'assistance est clé, et la visio là-dedans est clé, notamment pour voir les produits, ça c'est une première chose. Ça, j'arrive à peu près à le voir même sans visio. Mais j'ai besoin de voir l'environnement d'installation des produits. Parce qu'en fait, le point clé, je pense, ce sera qu'on soit capable aussi de développer des produits, ce qu'on appelle idiot-proof, donc qui nécessite le moins qui nécessite le moins le fait d'aller voir des notices, comprendre comment ça se passe, ça s'installe, etc. Et plus on saura faire des produits idiot-proof, meilleur on sera. Et pour bien le faire, il faut voir quelles sont les conditions d'installation et de travail de l'installateur sur le terrain. Il y a des cas, parfois, c'est incroyable. Vous ne voyez pas, mais en fait, il y a un plafond à 1,50 m, il veut installer un chauffe-eau qui fait 1,80 m, ça ne va pas rentrer. Ou il doit passer à travers une porte qui fait 75 cm, la chaudière fait 80, ça ne va pas rentrer. Donc il faut le voir, parce que la R&D ne me croit pas quand je leur dis. Merci pour ces bons conseils. Alors justement, on a des questions qui sont très très concrètes, merci de les avoir posées. Il y en a une qui, évidemment, faut-il s'inquiéter de l'impact écologique de la visio? Une autre question, je sens que Christophe va répondre. Une autre question, les collaborateurs doivent-ils signer une autorisation pour le droit à l'image? Est-ce qu'il y a des contraintes juridiques à l'usage de la visio? On va commencer par la partie environnementale, l'impact sur l'environnement. Alors, l'impact, oui, il y a un impact, c'est-à-dire qu'on réduit nos déplacements.
On réduit le déplacement du client en magasin, on réduit les déplacements des techniciens à domicile, ça c'est prouvé. Donc dans ce sens-là, c'est un impact qui est mesurable pour toutes les entreprises qui ont une politique RSE. Vous pouvez assez facilement calculer le bilan carbone de l'installation d'une visio, ça c'est clair. Et au niveau juridique, est-ce qu'il y a des précautions à prendre sur le droit à l'image? Je ne m'étais jamais posé la question moi-même, mais... Je ne suis pas un spécialiste, mais à ma connaissance, que l'on soit en relation client en visio ou en relation client en agence, c'est la même chose. Et donc, on n'a pas eu de contrainte, en tout cas, à notre niveau sur ce sujet-là. Chez nous en interne, pareil, vu qu'il n'y a pas de caméra vers l'opérateur, vers le technicien, donc il n'y a pas de question sur le droit à l'image. Quand on envoie le lien vers le technicien, vers l'installateur sur le terrain, il valide qu'il est d'accord avec les conditions d'utilisation, voilà. Et c'est tout. Il peut les lire et on peut les modifier si nécessaire. Voilà. Et ça ne pose aucun souci. Et par contre, par rapport à l'empreinte carbone, je ne vais pas être capable d'y répondre non plus. Ce que je sais, c'est que, comme une grande partie des grands groupes aujourd'hui, on travaille ardemment pour faire en sorte que l'ensemble de nos applicatifs informatiques soient le moins énergivores possible. Et donc là aussi, c'est un investissement important, mais que l'appli dont je parlais tout à l'heure pour les caisses régionales, il y a un gros travail qui a été fait pour diminuer le plus possible l'empreinte carbone de cette appli. Et c'est pareil pour la visio, comment on s'assure que l'ensemble de nos systèmes d'information soient les moins énergivores possibles. Merci beaucoup. Merci pour toutes vos questions. Je terminerai bien par un dernier petit tour de table sur... vous allez bientôt repartir au bureau et vous dites par quoi je commence. Quel conseil vous donneriez? Alors peut-être qu'on l'a déjà abordé pendant ces dernières 60 minutes, mais un bon conseil pour celles et ceux qui voudraient démarrer un projet de visio ou un projet d'hybridation, qu'est-ce qu'il faut bien avoir en tête? Quel bon conseil de champion de la relation client qu'on a ici sur scène? Comme je disais, c'est difficile de donner des conseils parce qu'effectivement, nous, on a fait des choix, on s'est trompé, on a recommencé. Donc je pense que je pense que chaque parcours est particulier. Moi, je suis convaincu que si vous avez les bons usages, vous allez trouver tout de suite la voie assez facilement. Et les usages, ça part évidemment, mais je crois que tu l'as dit avant, ça part du client, du besoin du client. Voilà. Donc ça, c'est le seul truc à regarder. C'est pas se faire plaisir, c'est partir du besoin du client. Même réponse. Que veulent nos clients aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent dans 5 ans? Qu'est-ce qu'ils veulent dans 10 ans? Il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé faire des entretiens visio dans le monde bancaire, 10-15 ans. Qu'est-ce que ça va être en 2035 ou en 2040? Et donc c'est vraiment arriver à la fois à répondre aux besoins actuels et se projeter sur... parce que vous savez que le monde informatique est très long, parce qu'il faut du temps pour développer, il faut de l'argent. Et donc comment anticiper les besoins de nos clients dans 5-10 ans? On peut se planter parfois, tu l'as dit, on peut se planter, mais malgré tout, investir, quitte à se planter, pour être sûr de correspondre aux besoins de nos clients dans 5 ou 10 ans, mais partir d'abord du client, bien évidemment. Alors, j'ai peut-être un avis un peu différent, c'est partir du besoin. Quand moi j'interroge nos clients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent en fait. On leur demande en termes de service, qu'est-ce qu'on peut développer pour vous? Je sais pas, vous êtes super, vous êtes les meilleurs en France. Bon, super, je suis très content, mais oui, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je sais pas. Donc en fait, je pense qu'il faut avoir des convictions. Moi, je partirais tel que ça a été fait dans le cas de notre entreprise. Là, ça a démarré il y a 3 ans. C'est finalement partir de gens qui ont envie, voilà, qui se disent il y a un truc, je sais pas encore ce que c'est. Moi, je les croyais pas au début. En fait, c'est eux qui m'ont convaincu. Et puis, c'est bien d'avoir fait le bouton Darty. Il faut se tromper. Je pense que c'est la seule façon de réussir, c'est se tromper. Voilà. Donc, on est sauf Christophe. Oui, on a bien fait d'écrire des bêtises ou de penser des Par choses contre, différentes. Peut-être pour compléter, quand je disais partir du client, et tu as parfaitement raison, mais c'est partir des besoins du client à titre perso. Enfin, quand on voit qu'on utilise tous la visio, enfin 80% les visios à titre perso, pourquoi ce ne serait pas le cas à titre... Donc, c'est vraiment avoir une symétrie des attentions entre ce qui se passe à titre perso et ce qui peut se passer dans l'entreprise. Et c'est vrai aussi pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs. C'est ça, c'est pour ça que je prenais l'exemple de Doctolib et des téléconsultations, c'est-à-dire quand on pense que 19 millions de personnes en ont fait l'expérience,
on se dit, bah, elles s'attendent, elles sont prêtes, et même les professionnels sont prêts à le faire, prêts à expérimenter. Et je suis vraiment content qu'on termine sur cette note un peu d'innovation, du droit à l'erreur, de faire des expérimentations et de terminer cette plénière du 3e jour du Salon Stratégie Client 2020, juste avant de vous demander d'applaudir nos invités chaleureusement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci, messieurs.